Denis Westhoff, bonsoir. Bonsoir. Votre mère, Françoise Sagan, fait partie de notre mémoire collective. François Mauriac l'avait surnommée quand elle avait 18 ans et qu'elle publiait Bonjour Tristesse, le charmant petit monstre. Et puis, le 24 septembre 2004, elle est morte dans de tristes conditions. Sa fin de vie a été très difficile. Très difficile, oui, parce qu'elle a eu de nombreux ennuis à la fin de sa vie. Des ennuis de santé? Des ennuis de santé, des ennuis moraux aussi, parce qu'elle a eu une période triste à la fin de sa vie, au cours de laquelle elle a perdu tous les gens qu'elle aimait le plus. Et puis elle a eu aussi des ennuis financiers qui n'ont pas arrangé les choses. Alors elle n'était plus chez elle, elle vivait chez une amie qui l'hébergeait, parce qu'elle n'avait plus elle n'avait plus d'argent, donc elle était hébergée chez une amie qui la nourrissait, qui la blanchissait. Alors c'était quand même, ça a été un de nos grands écrivains. Sa maison d'édition lui donnait pas suffisamment pour vivre, on l'aidait pas assez? Non, c'est que elle avait ralenti la cadence du fait de son état de santé, de son état moral. Elle avait, d'une certaine manière, pris un certain recul vis-à-vis de ses affaires, vis-à-vis de son argent, vis-à-vis de ses livres. Donc elle s'occupait moins de l'exploitation de ses œuvres, et donc les éditeurs, de leur côté, faisaient moins nécessaire pour exploiter correctement ses livres. Et il y avait aussi le fisc qui pour une bonne part, avait mis la main sur ses revenus et ses droits d'auteur, et qui la privait de toute ressource, donc elle ne pouvait pas vivre. Elle n'avait plus de revenus. Elle le vivait comment, ça, moralement? Elle le vivait très mal. Elle se sentait abandonnée par... Elle se sentait abandonnée, elle s'est sentie lâchement, presque rejetée par la France, oui, puisqu'elle avait beaucoup... Elle considérait qu'elle avait quand même contribué d'une certaine manière à une certaine image de la France, à la littérature, et que par conséquent, elle se retrouvait abandonnée, sans argent, et donc elle s'est sentie, effectivement, elle était très amère. Et vous étiez au courant de sa situation financière à ce moment-là? Sa situation financière était d'une telle complexité, pour vous dire la vérité, que personne n'était vraiment au courant. Il y avait une horde de gens qui étaient autour d'elle, qui étaient des avocats, qui étaient des conseillers, qui étaient des éditeurs, qui étaient des agents. Et chacun avait un morceau de la vérité, en fait. Mais personne n'avait mesuré l'ampleur du trou, si vous voulez. L'ampleur qui était qu'elle avait plus d'1 million de dettes. Elle avait près d'1 million de dettes, elle avait des dettes, des créances privées, des créances auprès du Trésor public. Donc elle avait beaucoup de problèmes. Et alors se retrouver héritier avant tout de dettes, vous avez pensé à un moment, comment ça s'est passé dans votre tête? Vous avez pensé à un moment, en dehors de la douleur évidemment de perdre votre mère, je ne parle évidemment pas de ça, vous avez pensé à un moment refuser l'héritage ou pas? Non, je n'ai pas pensé une seconde refuser en fait. J'ai su dès le début que j'allais accepter son héritage et que j'allais... Pourquoi? Que j'allais m'atteler à m'en occuper. Je sais pas, c'était comme ça, ça s'est imposé à moi d'une certaine manière. C'était son œuvre que vous vouliez préserver aussi? Non, c'est elle que je voulais préserver. Enfin, c'est l'affection que j'avais pour elle, et puis aussi parce que j'étais aussi assez mécontent de la manière dont on la traitait à la fin de sa vie. Je trouvais ça très injuste, et j'ai pensé, ça va pas se passer comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de gens autour d'elle, de créanciers qui étaient là, qui voulaient prendre les derniers morceaux. Et je me suis dit qu'il n'en était pas question, et voilà, je me suis... Mais vous avez mesuré ce que c'était qu'1 million de dettes? Non, absolument pas. Et je ne mesure toujours pas d'ailleurs. Ça, on verra où en est la situation. Mais en même temps, donc, ces dettes, vous avez hérité de son œuvre, oui, du catalogue de son œuvre. Ça veut dire quoi, moralement? Ça veut dire quoi? Il faut faire vivre cette œuvre, il faut la promouvoir, il faut... Ah oui, il faut déjà, j'ai le devoir moral, d'une certaine manière, puisque je suis son héritier, au sens patrimonial, puisque j'ai hérité des droits physiques de son œuvre, et j'ai hérité aussi du droit de moral, c'est-à-dire j'ai hérité du droit d'exploiter son œuvre et de préserver l'image de son œuvre. Et ça, c'est un droit essentiel, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas exploiter un de ses romans ou une de ses pièces de théâtre sans me demander autorisation, parce qu'il faut que l'exploitation de l'œuvre soit conforme à ce qu'elle aurait souhaité de son vivant. Parce que quand votre mère est morte, on n'éditait plus beaucoup ces livres. Non, mais non, justement. Il a fallu tout... Il a fallu tout rééditer. Il y avait toute une partie de l'œuvre qui était en jachère, qui était à l'abandon, que j'ai dû aller voir certains éditeurs et puis leur
les secouer un petit peu, les prendre par la peau du cou et leur dire maintenant il faut remettre un petit peu les choses en marche. Et c'est ce que je fais depuis, c'est ce que j'ai fait pendant 7 ans. Je me suis attelé à refaire vivre l'œuvre. Vous êtes consacré à ça? Oui, je me suis consacré à ça, à relancer l'édition des livres, à faire revivre ces œuvres. Et puis aujourd'hui, je pense que aujourd'hui elle est largement rééditée. Aujourd'hui, elle est très largement rééditée. Et elle est jouée à l'étranger. Elle est jouée à l'étranger. Il y a des nombreux projets d'édition, de traduction, d'adaptation qui sont faites, qui sont demandées tous les jours, presque tous les jours, de son œuvre. Ça vous rend heureux, ça? Ah oui, ça me rend très heureux. Oui. Parce que vous avez dû renoncer à votre vie professionnelle pour arriver à vous consacrer à tout ça. Oui. Vous étiez photographe, c'est ça? Oui, j'étais photographe. Et là, vous êtes occupé entièrement de l'œuvre de votre mère? Quasiment. Non, mais ça me rend surtout très heureux parce que je me rends compte à quel point son œuvre est enfin, je dis ça sans prétention, mais je me rends à quel point son œuvre est universelle. Enfin, son œuvre est une modernité incroyable. Très moderne. Et il y a quelque chose chez elle qui fait qu'elle est intemporelle et que même aujourd'hui, elle est lue aux Indes, en Irak, au Canada, en France. C'est vrai qu'il y a une vraie... Si vous n'avez pas assuré ça, toute cette œuvre pourrait être endormie. Mais c'est aussi, elle y est pour une grande part, puisque Bien sûr. Mais vous êtes son si elle fils. avait une œuvre qui était je veux dire, has-been, oui, ça. Sûr. J'aurais beau me battre comme un lion, ça n'aurait pas. La mayonnaise n'aurait pas pris, vous voyez. Hein. On va reparler aussi de la question évidemment financière de cet héritage. Nicole Prieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute spécialiste des conflits de famille. Oui. Quand on entend le témoignage de Denis avec la difficulté qu'il y a eu, parce que quand même c'est pas rien d'hériter d'1 million de dettes, c'est quand même colossal, oui. Mais là, il est heureux aujourd'hui. Mais bien sûr. Et la mémoire de sa mère est préservée, et l'œuvre de sa mère est préservée. Oui, non seulement l'œuvre est préservée, j'ai envie de dire, mais presque vous redonnez une valeur supplémentaire que Françoise Lacan n'avait peut-être pas pu donner de la même manière de son vivant. Et j'ai envie de dire, vous la rendez vivante. Il y a une réparation du passé, il y a une espèce de réparation des injustices du passé, parce que je crois qu'effectivement, la France, de façon générale, a été un petit peu injuste avec cette œuvre et cette femme-là. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réparation, et vous rendez quelque part présent quelque chose qui aurait pu faire partir du passé. Donc c'est une œuvre magnifique. Enfin, je veux dire, votre œuvre est aussi magnifique que de pouvoir, effectivement, la restaurer dans sa splendeur, finalement, hein, dans sa force. Barbara Thomas-David, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Paris. Est-ce que vous avez déjà vu des cas comme celui-là où avec 1 million de dettes, on accepte l'héritage? Alors non, je trouve que c'est une très très belle histoire, et ce qui est important dans cette histoire, c'est que en fait, ce qu'on règle nous notaires, c'est pas uniquement un actif et un passif, mais c'est une histoire. C'est-à-dire qu'un patrimoine, il est rempli de l'histoire des personnes, et quand vous transmettez encore une fois un patrimoine, vous transmettez autre chose que des biens, vous transmettez les êtres à travers le patrimoine. Et c'est pour ça qu'on n'est plus du tout dans une relation rationnelle où on va chez le notaire pour dire voilà, on a un actif de temps, un passif de temps, et le passif est supérieur à l'actif, donc il faut renoncer. Ça, c'est le conseil de base. Mais derrière, il y a véritablement le poids de l'héritage dans ça veut dire. Hein. Exactement, mais dans le sens bénéfique, là. C'est-à-dire un patrimoine magnifique auquel on ne peut pas renoncer, parce que renoncer à ça, c'est renoncer à la transmission, c'est renoncer un peu à l'immortalité d'une œuvre. Nicole Prieur, est-ce que vous avez eu, vous, dans vos patients, des personnes comme ça qui ont refusé un héritage, et est-ce que c'est toujours pour des raisons financières ? Non, alors là, c'est vrai qu'on voit bien aussi, là, dans cette histoire-là, que ce qui se passe dans les héritages en général, c'est que finalement, il y a le côté matériel des choses, hein, mais derrière le côté matériel, il y a le côté immatériel. Alors, quand j'ai des patients qui refusent un héritage, ce ne sont pas forcément des dettes, ça peut même être des héritages plus ou moins conséquents. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose j'ai envie de dire, à arrêter, à stopper de l'histoire familiale. Souvent, il y a eu des traumatismes dans l'histoire familiale, il y a eu des choses où les patients
gens ne se sont pas sentis intégrés dans cette famille. Il y a des choses qui ont été douloureuses. Et du coup, refuser l'héritage, même s'il est conséquent, c'est une manière de dire stop, je ne veux pas appartenir à cette famille, je ne veux pas être redevable de quoi que ce soit de cette famille. Donc c'est un acte souvent très douloureux, qui n'est pas facile à prendre, mais qui s'entend et qui s'explique par souvent des véritables traumatismes qu'il y a pu avoir dans l'histoire familiale. Parce que c'est vrai qu'un héritage nous relie à quelquefois aux parents, mais même aux arrière-grands-parents ou aux grands-parents, ça nous institue dans toute une histoire familiale. Pour continuer le débat, je vous propose de revoir un extrait du documentaire. C'est le témoignage d'Éric. L'ouverture de la succession de son père a provoqué la rupture définitive avec l'un de ses frères. Regardez. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des choses positives comme ça, parce que j'ai quand même le cœur qui est très lourd. Et il faut que je m'en débarrasse, quoi, tout ça. Parce qu'il reste des tas de choses, des tas de rancœurs, des tas de douleurs et des tas de frustration. Ça s'est incrusté dans notre quotidien, c'est une gangrène, c'est une horreur, ce truc. Ça fait de la bile, il faut que tout ça, ça s'écoule, que la vie reprenne. Mais donc la seule façon que j'ai de faire ça, c'est simplement, effectivement, de couper tous les ponts avec Olivier. Je ne veux plus en entendre parler, jamais. Terminé, je vais faire comme mon père, je vais le rayer de ma vie. C'est terminé. Ces moments d'héritage, c'est le moment où des choses ressurgissent dans les familles. Oui. Les vieux conflits, les sentiments d'inégalité, d'injustice. C'est terrible. C'est vraiment un moment qui est une véritable mise à l'épreuve pour la fratrie, en tous les cas. Tous les sentiments d'injustice, tout ce qu'on n'a pas reçu surtout, je veux dire, toutes les souffrances antérieures ressortent avec une équité incroyable. Souvent, c'est comme si on avait vécu l'injustice ou le geste qu'on n'a pas reçu, la reconnaissance qu'on n'a pas eue, comme si ça ressortait vraiment, comme si c'était vécu depuis hier. Enfin, et j'ai envie de dire, à ce moment-là, au moment de l'héritage, c'est vraiment l'occasion pour l'inconscient de régler ses comptes. Tout ce qui a été un peu refoulé de cette souffrance, de cette tristesse, de ce sentiment d'injustice, ressort. Et au milieu dans la fratrie, on peut avoir tendance à présenter aux frères et aux sœurs la facture de ce que l'on n'a pas reçu de ses propres parents. Ce qui est étonnant, en l'occurrence, dans cette histoire, c'est que, en dehors de cet argent-là, le prêt qui sera réglé, ça c'est une question d'argent, les 3 enfants ont été malmenés par leur père. Tout à fait. Et au lieu de s'associer dans le chagrin, ils se divisent à cette occasion-là. Oui, mais j'ai envie de dire, là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manques. Il y a eu le manque de la maman, déjà, qui a été morte, apparemment très tôt, précocement. Ensuite, il y a eu cette dureté, peut-être même cette violence et cette maltraitance du père. Et j'ai envie de dire, les 3 frères ont dû, je pense qu'il y a là un sentiment d'individualité. Oui, chacun a dû, chacun a dû faire avec cette souffrance. Et j'ai envie de dire, les 60 000 euros dont il était question, c'est le lien aux parents. Et le frère qui tient à ces 60 000 euros à un moment donné, c'est quelque part préserver aussi un lien de ce qui a manqué avec sa mère. C'est presque le lien à la mère à ce moment-là. Mathieu Andriveau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes généalogiste successoral, un chasseur d'héritiers. Déjà, c'est quoi votre métier ? Alors mon métier, c'est un vieux métier qui existe depuis un siècle et demi en France, qui a été créé d'ailleurs par les Français. Il faut qu'on en soit fiers. On l'est. Voilà. Et ce métier, il consiste à aider notamment les notaires à rechercher tout ou partie des héritiers dans le cadre des successions, puisque vous savez qu'en France, les notaires sont responsables de leurs actes, et quand ils dressent ce qu'on appelle un acte de notoriété, c'est-à-dire un acte qui dit qui sont les héritiers, eh bien, ils n'ont pas le droit d'oublier quelqu'un. Et pour n'oublier personne, ils font appel à un généalogiste qui va retrouver toute la famille ou une partie de la famille des cousins issus de germains, des cousins germains, et maintenant, de plus en plus, des gens qui sont malheureusement plus proches des défunts, puisque évidemment les familles aujourd'hui changent, et de familles qui avaient tendance à être très soudées au XIXe siècle, et bien, au fur et à mesure, malheureusement, on voit que les contraintes de la vie actuelle font que les gens se séparent de plus en plus facilement. Voilà. Alors, ce n'est pas systématique qu'un notaire vous mandate. Donc, dans quel cas vous allez rechercher, c'est pas à chaque ouverture de testament que vous allez chercher les héritiers? Pas du tout. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que les gens n'aient pas fait de testament. Dans le cas où il n'y a pas de testament, il faut rechercher les héritiers qu'on appelle légaux.
hein. Et donc, ils sont définis par le Code civil, c'est un petit peu complexe, si vous voulez, mais on peut rechercher les héritiers en France jusqu'au 6e degré de parenté. Donc, ça nous donne un champ des possibles relativement large. Mais vous n'avez pas de temps en temps des faux héritiers qui débarquent? Alors, des faux héritiers, ils n'arrivent pas chez moi, ils arrivent chez le notaire, parfois. Hein. Oui. Ou alors, pas des faux héritiers, ou alors des gens qui se disent être les seuls héritiers. Ça arrive très souvent. Oui. C'est vrai que, malheureusement, la nature humaine est dense, c'est-à-dire qu'au moment d'un héritage, il y a des enjeux financiers, et les enjeux financiers, malheureusement, font un peu tourner la tête des gens, et ils font pas toujours des choses bien. Et parfois, ils ont tendance à oublier qu'ils sont pas tout seuls, malgré le fait qu'ils le sachent. Voilà. Et donc, malheureusement, ça c'est puni par le Code civil, hein, c'est-à-dire que c'est du recel successoral. Hein, on n'a pas le droit de le faire. Quand on sait qu'on n'est pas tout seul, il faut le dire au notaire, c'est important. Voilà. Mais quelle que soit la somme de l'héritage, vous pouvez Alors, enquêter effectivement, le généalogiste, il est là, il est comme le notaire, il est là, j'aime à dire, qu'il fait beaucoup de services publics. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas au préalable l'actif et le passif de la succession. Quand un notaire, lui, fait appel à lui, il doit pour 5 000 euros, 15 000 euros ou 3 millions d'euros, faire le même travail, c'est-à-dire retrouver les gens pour que l'acte du notaire soit parfait, exact, et qu'il n'y êt pas de contentieux possible postérieur à la signature de cet acte. Sans être trivial, vous êtes payé par qui? Alors, on est payé par les gens... vous n'êtes pas trivial, c'est important. Oui, bien sûr. Non, mais vous savez, on a toujours appris qu'on ne parle pas d'argent comme ça. Ah bah écoutez, ce soir, Au on milieu parle d'une d'argent aussi. discussion, mais... Les héritages, c'est aussi des histoires d'argent, c'est pas que des histoires de famille. Bon. Ce sont les gens qu'on retrouve qui nous payent. Hein. Donc, le généalogiste reçoit une partie de l'héritage, un pourcentage de l'héritage, qui dépend du degré par rapport aux défunts. C'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire en ligne directe, ce qu'on appelle en ligne directe, paieront beaucoup moins d'honoraires au généalogiste que si ce sont des héritiers au 6e degré, c'est-à-dire des héritiers, des cousins issus de germains, si vous voulez. Mais quand vous retrouvez comme ça des héritiers, vous devez être accueillis à bras ouverts. Alors, parfois, oui, et souvent, heureusement, c'est-à-dire que je fais un beau métier pour ça, c'est-à-dire que grâce à moi, les gens ont un petit complément de revenus sans qu'ils aient demandé rien à personne, mais il faut avouer que parfois, ce n'est pas le cas. Même si les gens sont éloignés et même si on retrouve des neveux et des nièces, la relation familiale peut être suffisamment complexe. Et parfois, ils n'ont pas trop envie d'entendre parler de leur famille, c'est-à-dire que les portes ne nous sont pas toujours ouvertes avec gentillesse, et parfois, j'ai même des collaborateurs qui se retrouvent avec des fusils qu'on leur braque dessus, tellement les gens n'ont pas envie d'entendre parler de l'héritage de la tata. Si vous voulez. D'accord. Comment vous faites quand il y a un enfant adultérin? Ça arrive quand même. Vous n'êtes pas forcément au courant de tout. Alors, c'est vrai que, en plus, il faut dire que la loi a changé en la matière depuis 2006. Je parle sous le contrôle de Maître Thomas David. Eh bien, les héritiers, les enfants qui ne sont pas légitimes viennent en concours avec les enfants légitimes. C'est-à-dire que vous pouvez être marié et avoir des enfants en dehors du mariage. Avant, ils ne venaient pas à la succession, et maintenant ils viennent en concours avec les enfants dits légitimes. Mais si par exemple le mort ne savait pas qu'il a eu un enfant de sa maîtresse, et que la maîtresse le sait. Alors, il faut, pour hériter de quelqu'un, il faut qu'il eût été reconnu par la personne. Vous pouvez être, vous n'êtes pas le papa de quelqu'un si le papa ne vous a pas reconnu. C'est la même chose d'ailleurs pour la maman. Hein. Moi, mon travail, c'est de retrouver les gens grâce à l'état civil. Et l'état civil, quand on n'est pas reconnu par le papa, on ne peut pas être le fils de son père, si vous voulez. Ça arrive souvent qu'il y ait effectivement des enfants illégitimes qui viennent réclamer une part. Bien sûr, oui, ça nous arrive de temps en temps d'avoir des enfants qui interviennent à une succession en disant voilà, je suis le fils de monsieur Untel qui est décédé et évidemment j'ai vocation à une part successorale. Donc on a deux possibilités, soit il y a une reconnaissance de paternité qui est faite, alors elle peut être faite devant l'officier civil, mais elle peut aussi être faite par testament, c'est-à-dire qu'on a des cas, et j'ai eu moi plusieurs fois un cas où une personne ne veut pas que de son vivant on sache qu'elle a un enfant illégitime. Donc, on peut reconnaître un enfant par testament. Et donc, on découvre au moment du décès, au milieu du testament,
que monsieur untel a reconnu son fils ou sa fille. Donc il y a diverses possibilités comme ça d'être reconnu. Et puis, si le défunt n'a pas fait de démarche quelconque, on peut faire ce qu'on appelle une action en reconnaissance de paternité pour avoir les mêmes droits que les enfants légitimes d'une personne. C'est possible, tout à fait. Dans vos recherches, c'est quoi votre plus belle histoire, votre plus beau souvenir, ce qui vous a ému? Écoutez, je vais vous dire franchement, moi, je trouve que je fais un beau métier parce que souvent les histoires sont belles. Et je trouve que on a trop souvent tendance à parler des histoires qui tournent mal, si vous voulez. Mais parce que c'est toujours de ça dont on parle en général. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de très belles histoires, très simples, où on retrouve des enfants d'un deuxième lit, qui n'étaient pas au courant de l'existence d'un premier lit, d'un premier mariage très récemment. J'ai une dame vient chez le notaire et dit que elle a 2 enfants, et que son mari vient de décéder, et c'est le notaire qui lui dit mais votre mari a été marié en premières noces. Et donc son mari avait omis de lui parler de sa première vie, et j'ai retrouvé 5 enfants du premier lit. Et la belle histoire, si vous voulez, c'est qu'on pourrait imaginer. Les enfants sont pas forcément tous mais si vous voulez, on pourrait imaginer que les gens soient surpris. Ils l'ont été. Oui. Ils l'ont été. Mais pour autant, les 2 parties ont voulu se rencontrer, si vous voulez. Et on a reconstitué la famille du défunt. Vous avez eu Donc ce sont des belles histoires. Oui, non pas forcément comme ça et qui finissent aussi bien, mais effectivement, j'ai envie de dire, le côté qui est positif et qui permet finalement d'accepter de partager le patrimoine aussi, c'est que justement, ça éclaire, ça met un mot, quelque chose, ça élucide finalement quelque chose qu'on avait pressenti. C'était un peu un secret de famille qu'on sentait, quoi. Voilà. Et du coup, quand ça se met au grand jour, effectivement, ouf, il y a quelque chose qui s'ordonne dans son histoire, et puis donc du coup, on est prêt à entretenir des relations et des liens. Mais c'est vrai que quelquefois, le moment de l'héritage, au-delà justement des questions matérielles et qui peuvent être un peu délicates et quelquefois conflictuelles, c'est un moment aussi où la fratrie, qui s'était peut-être un peu dispersée, peut se réunir et se retrouver parce que du coup, on repartage quelque chose de l'ordre de l'histoire familiale et on repartage finalement un lien à l'origine. Vous avez fait des successions célèbres et est-ce que ça change quelque chose? Ça, c'est une drôle de question. Est-ce que d'être célèbre, ça change dans la mort? Est-ce que ça change quelque chose pour les vivants? Moi, je dirais que ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Ce qu'on laisse, c'est une vie, un patrimoine. C'est pas parce qu'on est célèbre qu'on est riche, d'ailleurs. Vous voyez. La preuve. Hein. C'est Madame Sagan est la preuve. Donc, je dirais que non, ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, j'aurais envie de dire qu'on est tous un peu célèbres, si vous voulez. Voilà. Très bien. Alors, qui dit héritage dit automatiquement l'intervention d'un notaire pour liquider la succession, une profession qu'on a pu découvrir sous un jour nouveau dans ce documentaire. Parce qu'un notaire, ça n'est pas seulement un homme ou une femme de loi. Regardez ce nouvel extrait. Sincèrement, non, ça me fait peur. Mais... Voilà, mais ça je le sens bien là, que d'un seul coup, on était arrivé là, tu fais un peu. Qu'est-ce qui te fait peur en fait? C'est te retrouver, c'est les sommes à sortir, c'est. Ça va sortir avec des bâtiments qui valent rien. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trancher la propriété, c'est-à-dire qui garde quoi en fait. J'ai l'impression qu'on fait une grosse marche arrière depuis la semaine dernière. Il y a que moi qui ai ce sentiment ou pas? Non. Vous aussi? Bon, ça me rassure. On a tombé sur des... On a peut-être mûri trop vite. Non. Ah non. Moi, s'il faut que je m'assoie sur les 40 000 euros, je m'assierai sur les 40 000 euros, je veux sortir de l'indivision. D'accord. Donc tu veux sortir de l'indivision, surtout, sur les bâtiments, surtout. Ah oui. Bon, alors, tu es prête à renoncer, entre guillemets, à cette soulte par rapport à cette sortie d'indivision? S'il ne peut pas la donner, je renoncerai à ma soulte et puis c'est tout. Il faut en sortir. C'est bon, ça suffit. Il ne faut pas qu'elle perde tout non plus, hein. Il ne faut pas... Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Maître, est-ce que d'abord vous reconnaissez dans ce genre d'histoire, dans ce genre de situation, est-ce que vous êtes évidemment femme de loi, mais également
un peu accompagnateur, un peu psy. Mais bien sûr, tout à fait. On voit bien que là, le notaire, il n'est pas prescripteur de droit. Il est vraiment médiateur. C'est-à-dire que... Conseil, vraiment, au mieux. Et je dirais, c'est ce qui fait la beauté de notre métier. C'est-à-dire arriver dans une situation complexe où les gens ne se parlent pas. Dans ce reportage, on voit bien le frère et la sœur s'aiment, certainement, mais ils ne se parlent pas. C'est un monde un peu du silence. Et là, la notaire a vraiment un rôle de médiation. C'est-à-dire que elle conseille, mais elle fait venir les mots. Et elle fait venir le partage, en fait. Mais elle évolue un peu à chaque réunion, manifestement. Bien sûr. Et son but, bien évidemment, c'est de trouver un partage équilibré, mais pas selon sa volonté d'équilibre à elle, c'est l'équilibre que eux souhaitent. Vous voyez, la sœur, elle est prête quasiment à renoncer à la soulte, c'est-à-dire à la compensation, pour pouvoir sortir de l'indivision. Mais vous avez bien au départ, quand c'est des situations comme ça, qui sont assez compliquées, une idée préconçue que vous allez défendre, ou est-ce que vraiment vous écoutez et vous allez vers la solution? On a tous des idées, mais l'idée qui est bonne, c'est pas la nôtre. C'est celle qui est voulue, c'est l'équilibre qui est voulu par les parties. Et notre but, après, à nous, c'est de sortir de la boîte à outils qui est le Code civil, les bons outils qui vont permettre de mettre en musique la volonté des parties. C'est-à-dire qu'on fait des contrats sur mesure en fonction de ce que les gens souhaitent véritablement. Et c'est un partage réussi, c'est justement un partage où les gens ont finalement, le jour de la signature, un sentiment de plénitude, parce qu'ils sont arrivés là où ils le souhaitaient. Et quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, vous faites quoi ? On peut pas forcer les gens à partager. C'est-à-dire qu'il y a des cas où les gens restent des années dans l'indivision. Hein. On stigmatise un peu les patrimoines corses où sur plusieurs générations, les gens restent dans l'indivision parce que justement, on veut pas sortir de l'indivision pour plusieurs raisons. Parce que, voilà, on n'est pas trop d'accord. Et puis aussi, on le voit bien dans ce reportage-là, partager, c'est abandonner aussi. C'est abandonner une partie du patrimoine familial. Denis Westhoff, le règlement de la succession de votre mère a duré pratiquement 3 ans. Est-ce que vous avez été bien accompagné, bien aidé, conseillé? Comment ça s'est passé? Il me semble avoir été bien accompagné. Il y a eu une période, effectivement, il y a eu une période de silence avec le principal créancier qui était l'État français, qui refusait de me parler au début. Ça m'a permis pendant cette période de 3 ans de tomber sur un très bon avocat, ça c'est une chance, d'avoir un très bon notaire, d'avoir de bons comptables et d'avoir des personnes qui pouvaient me conseiller fiscalement. Et au terme de ces 3 ans, effectivement, on a pu enfin rentrer à Bercy et commencer à discuter avec le ministère. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est débloqué? Eh bien, c'est l'arrivée d'une personne. Qui était à Bercy Non, c'est l'arrivée de... Je peux le dire, c'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy, en fait. D'accord, qui a pris en main ce dossier? Non, en fait, il arrivait à l'Élysée, et moi, j'étais en désespoir parce que j'avais pas trouvé de porte pour entrer à Bercy, parce que j'étais bloqué par Thierry Breton, qui refusait de me recevoir. Je donne des noms, excusez-moi. Et j'ai rencontré une amie dans la rue que je n'avais pas vue depuis très longtemps, qui était dans la même situation que moi, dans une situation de succession très compliquée. Et je lui expose mon cas, je lui dis, tu sais, je suis complètement bloqué sur la succession de ma mère, je ne sais pas ce que je vais faire, parce que tout pouvait me tomber dessus d'un jour à l'autre. Et elle m'a dit, il faut que tu écrives à Nicolas Sarkozy, parce que lui, apparemment, il va arriver tout en haut, et si quelqu'un peut t'aider, c'est bien lui. Donc j'ai écrit un petit mot à Nicolas Sarkozy, lui disant combien j'étais coincé. Et il m'a très gentiment répondu en me disant, écoutez, dès que je traverse la rue, parce qu'à l'époque, il était Place Beauvau. Place Beauvau, oui, d'accord. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça. Non, il m'a fait comprendre que voilà. Et effectivement, quelques mois plus tard, j'ai été reçu par le ministère des Finances et j'ai pu enfin commencer à parler de ce sauvetage. Et donc le sauvetage est quasiment mené puisque le pratiquement million de dettes est pratiquement
On n'est plus très loin. Voilà, mais il y a des pénalités en plus de ça. Alors, les pénalités, pour l'instant, elles ont été d'une certaine manière suspendues. D'accord, si vous remboursez tout, il n'y aura peut-être pas de pénalité, Voilà, c'est ça? c'est ça. D'accord. Si je suis sage, si je me tiens bien à mes engagements, je ne paierai pas les pénalités, les majorations et tout ça. Ce qui est un peu normal, puisque elles ne sont pas de mon fait, elles sont vraiment du fait de ma mère. Moi, je me suis engagé à payer le principal, ce qui est déjà pas mal. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour qu'une succession se passe bien? Est-ce qu'on peut donner des conseils aux vivants aujourd'hui pour que ça se passe bien? Chaque situation est différente et je dirais que l'anticipation, c'est la paix des familles. Se mettre autour d'une table avec son auteur, avec son conseil et expliquer ce que l'on souhaite pour soi, pour la pérennité de son patrimoine et puis pour ses enfants, pour protéger ses enfants, c'est le nerf de la guerre. Une succession qui est anticipée, c'est vraiment la paix des familles. Mais anticiper, c'est aussi éventuellement donner de son vivant. Bien sûr, ça peut être ça peut simplifier les. Tout à fait, ça peut choses. faire une donation partage, ça peut être organisé au terme d'un testament. Il y a un champ de possibles très important. Le droit français, le droit des successions français, est un droit qui permet des donations transgénérationnelles, qui permet de transmettre une entreprise à ses salariés. Enfin, on a vraiment un champ de possibles, je dirais quasiment infini, qui permet de faire du sur-mesure pour chaque situation particulière, régler par exemple la situation du handicap, des enfants handicapés, d'une fin de vie difficile. Tout ça, on peut le prévoir et ça peut être géré de façon apaisée. Et il y a beaucoup de successions qui se passent merveilleusement bien parce que justement tout a été... Et est-ce qu'en droit français, on peut déshériter ses enfants ou un de ses enfants? Alors, non. En droit français, on a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, qui fait qu'il y a une partie de la succession qui doit rester aux enfants, aux héritiers les plus proches en degré, que sont les enfants. À titre d'exemple, par exemple, quand vous avez 2 enfants, chacun des enfants a une réserve héréditaire d'1 tiers. C'est-à-dire que vous avez 1 tiers de votre succession que vous pouvez transmettre à qui vous souhaitez, par exemple à l'un des 2 enfants, mais chacun des enfants... Déjà donner plus à l'un qu'à l'autre. Voilà. Mais il y a une réserve héréditaire qui est une quotité spéciale de succession dont on ne peut pas disposer, qui est réservée, comme son nom l'indique, à ses enfants. Ça, vous avez eu effectivement des enfants dont l'un s'était peut-être éloigné pour différentes raisons et qui n'existaient pratiquement plus dans la famille, qu'il a fallu aller rechercher? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement on voit la société qui est en mouvement et malheureusement on s'aperçoit que beaucoup de noyaux familiaux nucléaires ont tendance de plus en plus à se détruire et donc je dirais malheureusement de plus en plus de recherches se font pour que l'on recherche des gens qui sont proches des défunts, de plus en plus proches des défunts. Et dans les proches des défunts, il y a les enfants. Et vous êtes parfois allé jusqu'à l'étranger chercher des héritiers? Alors de plus en plus, maintenant évidemment la mobilité géographique des familles fait que je dirais que 25% aujourd'hui des héritiers qu'on retrouve sont des héritiers qui ne sont plus sur le territoire français, même si les successions sont de droit français, et bien évidemment, il y a de plus en plus de gens qui vivent à l'étranger. Et aussi, c'est lié aussi à ce qu'est la France. La France, c'est un brassage colossal depuis la fin du 19e, où de multiples personnes sont venues en France, les Russes, les Italiens, les personnes d'Afrique du Maghreb, d'Afrique noire, les Portugais, les Espagnols sous le franquisme. Eh bien, nous sommes le fruit de multiples mouvements de population qui font qu'aujourd'hui, eh bien, les gens décèdent en France. Pour autant, une des souches peut-être de leur famille, ou les 2 souches, sont à l'étranger. Je crois que vous aussi, vous êtes le fruit de cela. Un vrai mélange, absolument. Nicole Prieur, vous êtes d'accord avec ce qu'on disait? C'est effectivement anticiper, c'est une des meilleures solutions? Ah, tout à fait. C'est vraiment quelque chose que l'on peut conseiller. D'abord, c'est parce que j'ai envie de dire, une chose donnée, on le constate, une chose donnée, transmise de son vivant, tous les cas où clairement donnée, a plus de chances d'être bien reçue. Donc bien reçue, parce que si on transmet, c'est pour que nos enfants
le reçoivent le mieux possible. Et justement, ça permet aussi bien aux personnes qui anticipent leur transmission de pouvoir déjà aussi se libérer d'un certain poids. Se libérer d'un certain poids du risque finalement que la fratrie se disperse et se dispute, etc. Donc anticiper, ça permet à chacun finalement de faire un cheminement. Ça permet de laisser aussi la parole circuler auprès des enfants, que les enfants puissent dire tiens, puissent faire entendre leurs besoins aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le reportage, c'est que finalement, dans les situations où Michel et René s'entendaient, c'est qu'ils ont pu entendre mutuellement leurs besoins. Leurs besoins mutuels, les reconnaître, les respecter, etc. Et chacun a cheminé pour prendre en compte le besoin de l'autre. Alors quand on prend le temps, parce qu'on voit aussi que dans ce reportage, ça demande du temps, parce qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, partager, c'est perdre une partie. Donc tout cela demande du temps, donc anticiper permet de rassurer les parents et permet finalement à la fratrie de faire entendre leurs besoins, de se respecter un petit peu plus et de lever souvent des malentendus. Il y a beaucoup de malentendus souvent. Oui, mais anticiper, c'est aussi, quand on le fait, en tout cas, effectivement, très en amont, c'est aussi anticiper la mort de ses parents. C'est très compliqué. Tout à fait, c'est très difficile. Alors c'est très difficile pour déjà les parents eux-mêmes, mais j'ai envie de dire, la philosophie est une perpétuelle anticipation de la mort, dans le sens où finalement anticiper sa propre mort, c'est donner encore plus de place et plus de force à sa propre vie. Donc c'est vrai que ça peut faire peur d'anticiper sa mort en tant que parent, ça peut faire peur aussi aux enfants. Souvent les enfants d'ailleurs disent « Maman, je ne veux pas en entendre parler, voilà, vous faites ce que vous voulez, je ne veux pas en entendre parler ». Mais en même temps, ça leur permet d'affronter effectivement cette séparation ultime, de la préparer et j'ai envie de dire de régler aussi leur propre relation aux parents. C'est-à-dire que quand on a cette fin ultime qui se présente, qui se prépare à un moment donné, on peut quelque part un petit peu, ce que j'appelle moi, solder les comptes avec ses parents. Ne plus leur en vouloir devant cette fin ultime, ne plus leur en vouloir de leurs erreurs, de leurs carences, etc. Et du coup, ça peut apaiser non seulement les relations, mais ça peut apporter aussi du baume au cœur de chacun des enfants. Donc c'est vrai qu'on a tous intérêt à anticiper et à dépasser ces angoisses qui sont là, des angoisses existentielles face à la fin, mais finalement ça libère. Denis Westhoff, vous n'en avez jamais voulu à votre mère de vous avoir laissé une dette pareille? Non, puisque j'ai choisi de la récupérer. Et aujourd'hui, vous comptez reprendre un jour votre activité de photographe ou consacrer votre vie à promouvoir l'œuvre de votre mère? Je n'ai pas de projet, a priori, mais vous savez, j'écris et puis je pense continuer de m'occuper de l'œuvre de ma mère, parce qu'il y a toujours des nouveaux projets. Et puis voilà. Et grâce à cet héritage, vous découvrez encore des choses de la vie de votre mère ou pas? Tous les jours. Je découvre tous les jours des choses sur des sujets, sur l'édition, bien sûr, et puis je découvre des gens qui l'ont connue, qui l'ont côtoyé, qui ont eu affaire à elle dans les affaires, qui ont eu affaire à elle dans l'édition et qui ont toujours des anecdotes ou des histoires à me raconter. Il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent. C'est très surprenant et c'est assez amusant. Merci beaucoup à tous les quatre de vos témoignages. C'est la fin de l'émission. Alors, vos ouvrages respectifs. Nicole Prieur avec Bernard Prieur, La famille, l'argent, l'amour, les enjeux psychologiques des questions matérielles, c'est chez Albin Michel. Mathieu Andriveau, alors plein d'anecdotes absolument savoureuses. Non, mais c'est vrai que c'est absolument fascinant. Sur la recherche d'héritiers dans ce livre, qui est préfacé d'ailleurs par Jean Favier. Petite histoire de généalogiste aux éditions du Cherche-Midi. Donc, Mathieu Cécile et Jean-Marie Andriveau. Et puis, Denis Westhoff, Sagan et Fils, c'est chez Stock. Voilà, le Monde en face sera au rendez-vous évidemment mercredi prochain à partir de 20h50 pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente fin de soirée sur France 5 avec tout de suite C'est dans l'air présenté par Caroline Roux. Et à la semaine prochaine, au revoir.